On va parler science aujourd'hui. D'accord? On va parler mathématiques. Dans les défis Z-Event, il y avait la correction du baccalauréat de mathématiques dans les objectifs. Or, comme vous pouvez le voir, et ça c'est vraiment formidable, je remercie évidemment iOS 18 d'avoir permis eh bien, à l'iPad d'être aussi facilement capturable et surtout d'avoir ajouté une calculatrice extraordinaire qui va nous permettre à la fois de faire des calculs mais de tracer des graphiques et aussi eh bien, de vous présenter pas mal de choses en maths. On va corriger le bac de maths de 2024, donc spécialité mathématiques, donc dans la filière scientifique. Alors vous savez qu'aujourd'hui les filières scientifiques ont un peu évolué, il n'y a plus vraiment de bac spécialement S, on choisit un peu son pool d'options, parmi les options il y a de la science, etc. Sachez que dans le bac général 2024 de mathématiques, j'ai pas vu d'arithmétique ni de géométrie type similitude. Alors je sais pas où est-ce qu'on les enseigne vraiment encore aujourd'hui. Je suis pas très au courant d'ailleurs des changements de 2024. J'ai vraiment l'impression qu'en 2024 on a mis beaucoup plus l'accent sur les probabilités et les statistiques aujourd'hui, qu'on a développé les notions des théories des ensembles et de topologie. Donc bon, vous allez voir que ce qui est très étonnant dans ce bac de mathématiques générales, que vous pouvez voir du coup ici, c'est qu'on va avoir un premier exercice, voilà, pour parler de limites et d'exponentielles. Derrière, on va avoir une fausse équation différentielle à résoudre, faussement parce que c'est du vrai et faux. Ensuite, on parlera un peu des suites, d'accord? Et après, on arrivera dans l'exercice 2, où on sera directement dans la probabilité discrète. Ok, il y a sujet 1, sujet 2, d'accord. Bon, on pourra regarder peut-être un peu le sujet 2 après. Donc ensuite, probabilité discrète. Juste après les probabilités discrètes, vous voyez que vous êtes très aidé. Ça va même à un degré d'aide où, eh bien, on arrive à des endroits où on admet que les variables T1, T2 sont indépendantes, tu vois. Et on se donne, voilà, une espérance déjà donnée. On ne demande même pas de calculer l'espérance de certains événements. Ensuite, on a de la géométrie vectorielle dans le troisième exercice pour 5 points. Géométrie vectorielle, donc géométrie de l'espace, avec une géométrie vectorielle en 3 dimensions, où littéralement, on va vous demander des trucs du collège. Non, des trucs de l'école primaire. Cet exercice est un exercice d'école primaire. Vraiment. Mais évidemment, c'est de l'école primaire en 3 dimensions où on va vous filer le pire truc de l'histoire, à savoir un diagramme qui est censé vous représenter les points que l'on vous donne au début de l'exercice, mais qui va complètement contre-intuiter la totalité de ce que vous pouvez imaginer. Ce graphe, qui est le graphe de la pyramide, qui est tracé par les points C, A, B, H, si vous le regardez, vous vous dites « Ah mais non, mais c'est pas possible, ça marche pas, c'est pas possible. » Vous donnez ce genre de graphique dans de l'étude vectorielle 3D, c'est vraiment, je trouve, très pute. C'est censé aider les élèves pour avoir une représentation physique du monde et de ce qu'on est en train d'étudier. Pour moi, c'est la pire chose. C'est la pire chose parce qu'en fait, on va te demander si certains vecteurs sont orthogonaux à certains plans. Or, tu pourras retourner ton graphique comme tu veux en 2D comme ça. Jamais, au grand jamais, tu n'arriveras visuellement en 2D à voir qu'un truc est orthogonal à un autre truc par rapport à ça. C'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Donc en fait, quand tu regardes, tu dis mais c'est pas possible, mais je comprends pas, non ça marche pas, qu'est-ce que c'est que ces merdes, bidule de chiottes. Donc sincèrement, je vous dis honnêtement, c'est vraiment
c'est pute d'avoir mis le graphique. C'est bien plus simple de pas le regarder, de le retirer de l'existence et de faire tout l'exo sans s'occuper une seule fois du graphique. Et vous allez voir qu'il y a des moments, c'est terrible. Voilà, démontrer que le triangle ABH est rectangle en H, en déduire que l'aire du triangle ABH est égale à 25 quarts, ce qui est littéralement un calcul d'aire d'un triangle rectangle, ce qui est littéralement ce que l'on apprend en CM2. Et c'est au baccalauréat. Hein. Au baccalauréat, on vous demande des notions de CM2. C'est assez fou, hein. Non mais ce qui est assez fou, c'est que, tu vois, en déduire le volume d'un tétraèdre, on rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par un tiers de l'aire de base multiplié par la hauteur divisé par 3. C'est-à-dire qu'alors que c'est au programme, on vous rappelle dans l'exercice que l'aire d'un tétraèdre est quand même ça comme formule. C'est-à-dire que c'est l'aire du triangle de base. Voilà. Multiplié par la hauteur divisé par 3. C'est fou, hein. Qui est quelque chose... les volumes... Alors, les volumes, on les apprend pas, je crois, à l'école primaire. C'est du niveau collège. Voilà. Peut-être 6e, les volumes. Voilà, avec le volume du cylindre, du tétraèdre, etc. Bon, bref, c'est incroyable. Mais c'est la réalité. L'exercice 4 est l'exercice le plus conventionnel que vous pouvez avoir. C'est une étude de fonction quasiment tout le temps présente dans le baccalauréat depuis l'histoire de l'existence du bac. Ces études de fonction vont quasi systématiquement impliquer un logarithme et une exponentielle. Voilà, c'est presque tout le temps le cas. Là, on a déjà mis une exponentielle dans les affirmations 1, donc c'est une étude logarithmique. Voilà, que l'on va avoir. Dans cette correction, évidemment, je vais vous expliquer un peu d'où tout ça, ça vient. Essayer d'être le plus pédagogique possible pour vous faire comprendre comment ça va. L'étude de fonction, c'est vraiment ce qui est le plus simple et ce qui permet de récupérer le plus de points. Voilà pourquoi on a souvent énormément de... En fait, vous voyez, tout ça, tout ce que vous voyez, là, petit 1, petit a, petit b, petit d, petit c, sincèrement, on donnerait la fonction et on mettrait rien du tout. Voilà, rien. Aucune putain de question, d'accord? Mais genre, aucune question. On pourrait faire tout l'exercice, en vrai. La seule chose, c'est la partie C, qui mérite des questions supplémentaires, puisqu'on va demander un R sous la courbe. On va déterminer une courbe qui va être d'équation y égale moins 7/8 x carré plus x, tu vois. Et voilà, la notion d'air sur la courbe est directement liée à la notion d'intégrale, donc on va faire un calcul intégral. Calcul intégral dont on vous donne le résultat. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez quand même faire les exercices d'après, même si vous n'arrivez pas à démontrer l'exercice d'avant. Donc autant vous dire qu'on est très, très, très gentil aujourd'hui au bac. Cela dit, ça demande de maîtriser quand même beaucoup de notions différentes. Moi, ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas fait de maths. Pour le moment, il n'y a rien qui me fait peur dans ce que je vois, tu vois. Je dirais pas que j'aurai 20 sur 20 parce que j'ai sûrement rédigé comme une merde. Mais ce qui est bien en maths, voilà, exactement, c'est que le résultat, c'est pas forcément quelque chose d'important. Mais en fait, ce qui est bien en vous donnant un peu la structure du résultat, ici, genre moins alpha puissance 3, moins 6 alpha plus 13 divisé par 6 alpha cube, c'est qu'en fait, on vous montre que le résultat a quand même une forme qui n'est pas propre, qui est un peu bizarroïde, et que c'est très bien. Donc, c'est-à-dire que si vous obtenez plusieurs résultats un peu bizarroïdes, on a le droit à la calculatrice, tout à fait. Vous avez complètement le droit à la calculatrice au baccalauréat, même si je vois pas trop l'intérêt d'une calculatrice dans cette épreuve-là. Elle va avoir un pseudo-intérêt dans l'épreuve de statistiques. Voilà. Mais sinon, le seul intérêt, c'est de foutre vos cours dedans, à la limite. Mais je vois, il y a même pas de trigonométrie. Il y a 0 trigo hein, dans ce baccalauréat. Hein. C'est quand même terrible. Hein. Il y a 0 trigo. Donc, il y a
Et même la trigo, je vous dis, aujourd'hui, il y a un polycopier avec les formules dedans, donc... Au bac, on te donne les formules, hein. Le bac de maths, c'est fait pour mesurer les connaissances ou l'intelligence. Sincèrement, quand je vois la structure de ce bac de maths, je me dis qu'il ressemble beaucoup à ce que l'on peut voir souvent dans des bacs de physique, à savoir que finalement, c'est un peu recracher ton cours. Et il y a des moments où on va te demander de faire appel à des choses du cours. Genre par exemple l'affirmation 1, on attend d'avoir la phrase par croissance comparée. Je l'ai déjà fait l'affirmation 1 là. L'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe CF, tu vois. On l'avait déjà fait avant. Voilà. Globalement, c'est une étude de limite en plus l'infini. Et bah, l'étude de limite de la fonction f de x égale 5x exponentielle moins 5. En plus l'infini, c'est un plus l'infini pour 5x et 0 pour exponentielle moins x. Le truc, c'est que par croissance comparée, l'exponentielle croît beaucoup plus vite vers 0 que x croît vers l'infini. Donc la limite de 5x exponentielle moins x, c'est la même que la limite de x exponentielle moins x. C'est donc 0. Voilà. Donc la fonction tend bien vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que l'axe des abscisses, hein, qui est évidemment l'axe, tu vois, y égale 0, axe des abscisses, est une asymptote à la courbe. Voilà. Donc, bon, je vous l'avais déjà fait ça. Maintenant, ce truc-là, par croissance comparée, c'est vraiment un truc qui est un peu... c'est un truc magique, un peu, du cours, et c'est quelque chose qu'on vous enseigne en mathématiques sans vraiment vous dire... sans vraiment montrer que c'est très très rigoureux. Ça devient rigoureux à partir du moment où on commence à considérer l'exponentielle comme une série entière. Donc ça devient rigoureux à partir d'après bac. Tout comme hein, ces problèmes de définition de la dérivée ou de définition de la continuité des fonctions sur plusieurs ensembles. Donc voilà. Bon, on va essayer d'être le plus pédagogique possible, d'accord ? Et n'hésitez pas à poser des questions, hein. Je serais ravi de répondre à vos questions sans aucun problème. Moi, vous allez voir que c'est pas très compliqué, en vrai. C'est pas très compliqué, surtout ça peut s'expérimenter, ça peut se ressentir. Bon, là, on l'avait déjà fait hein, sur... donc, je vais vous montrer quand même ce qu'on avait fait lors du précédent test. C'est pas du tout ça. Où est mon truc ? Je console. Voilà, c'est ça. Lors du précédent test, voilà, donc on avait fait justement l'étude de la fonction, là, vrai, faux, tu vois, on avait commencé à calculer un tout petit peu ce qui était capable de faire le logiciel de mathématiques, tu vois. Et moi, j'avais pris f de x égale 2x exponentielle moins x. Vous voyez qu'au baccalauréat, c'est 5x exponentielle moins x. Voilà la fonction. En vrai, ça change que dalle. D'ailleurs, est-ce que je peux écrire là-dessus ? Je suis pas sûr que je peux écrire. Fais voir un truc. Je fais modifier, ajuster filtre, auto, plus, moins. Je peux pas écrire. Ah si, je peux écrire comme ça. Top. Trop bien. On va écrire, on va se prendre en bleu. Voilà. Incroyable. C'est beau, hein. C'est beau la technologie. C'est quand même beau. Donc voilà la fonction qu'il y a utilisée. Donc je vais pouvoir écrire sur mon document. Vous voyez voir la VOD ? Bah écoutez, peut-être. Ça existe toujours ? Non, ce qu'on appelle le bac mathématique, là, aujourd'hui. C'est pas vraiment le bac S. Donc on avait fait cette étude déjà... Hop, voilà. On avait fait cette étude ici et on avait expliqué que la question qui était l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe F, l'idée était de savoir ce que voulait dire cette phrase. C'était ça la véritable question.
C'est ça la véritable question, ok? Bah évidemment, je pense que la plupart du temps, dans le chat, vous lisez l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe F. Vous dites, oh vas-y, j'ai la flemme, c'est de la merde, je comprends rien. Bah c'est normal, c'est comme si on vous disait, une chaise se range sous la table et que vous ne savez pas ce que c'est une chaise et que vous ne savez pas ce que c'est une table. Les définitions, c'est quand même quelque chose qui est assez important, de savoir ce que c'est un mot, tout simplement. Et c'est terrible quand on comprend pas les mots quand on te parle, c'est ce qui donne l'impression d'être le plus bête. Or, vous n'êtes pas bête, vous ne connaissez pas la définition d'un mot, et ça arrive de connaître la définition d'un mot. En mathématiques, on appelle l'axe des abscisses, je vous l'ai marqué justement ici, voilà, l'axe horizontal, si vous préférez, d'accord? L'axe des ordonnées et l'axe vertical, dans ce qu'on appelle un repère ortho. Déjà, bon, souvent normé. Ortho, ça veut dire que le repère se croise à angle droit. Ortho, ça veut dire angle droit. Normé, ça veut dire qu'il y a le même écart sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Voilà, on ne change pas les écarts. Donc c'est globalement le truc assez classique. 1 égale 1 de distance et on reproduit le 1 de distance partout. 1 égale 1 de distance même sur l'axe des ordonnées, on reproduit la distance partout. Voilà, c'est juste... Oui, il existe d'autres types d'axes, on peut représenter des trucs avec une variation de distance sur les axes. D'ailleurs, vous avez beaucoup de graphiques qui sont plus faciles à représenter avec une variation de distance sur certains des deux axes. Lorsque vous voyez plein de graphiques aujourd'hui sur, je sais pas, le PIB de la France ou n'importe quoi, on a tendance à utiliser ce genre de... On a tendance à utiliser ce genre de repère. Donc l'idée, c'était quoi? C'était de se dire... Il faut voir si la courbe longe l'axe des abscisses. C'est ça être une asymptote. C'est que la courbe va longer l'axe des abscisses sans jamais la croiser, sans jamais la dépasser. C'est la définition de l'asymptote. Tu vois? Donc en gros, il faut voir si à la limite de cette dernière, voilà, c'est-à-dire quand on va très 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 loin, est-ce qu'à un moment, elle va se confondre avec l'axe des abscisses ou non? Donc c'est ce qu'on appelle une étude de limite. Voilà. Et là, pour le coup, cette fonction étant définie de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire que la fonction x est définie absolument partout, puisque x est un réel quelconque. L'ensemble des réels, c'est de moins l'infini à plus l'infini, c'est un réel, c'est un nombre, vous prenez celui que vous voulez. Exponentielle x aussi est définie absolument partout. Voilà, alors ça, on peut revenir sur pourquoi est-ce que exponentielle x est défini partout. Ça dépend comment vous définissez exponentielle x en terminale. Mais souvent en terminale, on va vous définir exponentielle x comme ça. Alors je crois, on va vous dire exponentielle x, c'est la fonction qui... résout cette équation-là, c'est-à-dire que la dérivée d'exponentielle x est égale à exponentielle x. Je crois qu'on peut la définir comme ça. Globalement, c'est la fonction qui est identique à sa dérivée. Voilà. Donc globalement, c'est voilà, à une constante près. C'est la solution de l'équation y', voilà, moins y égale 0. Donc cette équation différentielle qui est la dérivée moins la fonction elle-même égale 0. Bon, en vrai, égale k parce que c'est à une constante près. Mais ouais. Bon, en vérité, la définition de l'exponentielle x, c'est pas vraiment ça. Déjà, il faut définir ce que c'est e. Tu vois? Voilà. Le e, qui est un peu le même nombre... qui est un irrationnel et qui, en plus, je crois... il est pas plus qu'irrationnel, e. Il est comme... Là, c'est Apple Note / Apple Calculate. C'est ouf, hein? Vous avez vu à quel point ça marche bien? C'est abusé. Je crois qu'il est même transcendant. Donc en fait, c'est le même type que pi, tu vois.
En fait, le nombre E, c'est le même petit que pi. D'ailleurs, il a des décimales. Alors, je ne les connais pas. C'est 2,54, c'est ça. E en décimale. 2,71. E, c'est à peu près égal à 2,71, 82, 81, 84, 6, 3 petits points. Voilà. Donc, c'est un vrai nombre. Hein, E. Voilà. C'est comme pi, voilà, à peu près égal à 3,14. Bon, moi, je suis pas autiste, hein, je récite pas les décimales de pi. Je m'en fous un peu. Vous avez vu, il a pris en compte ces trucs-là. C'est trop bien, putain. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment trop cool, ce logiciel est vraiment trop cool. Bref, c'est un nombre. Bon, qu'est-ce que c'est, en fait, que ce nombre E? Si on reprend la vraie définition de E, c'est le réel... D'accord. Tel que le logarithme népérien de E est égal à 1. Donc c'est le réel. Ouais, bon, il m'a même mis le calcul, ok, tu vois. C'est le réel, l'unique hein, même. Hein. On peut montrer qu'il est unique. Qui fait 1 avec le logarithme népérien. Voilà. Ok ? On peut définir E comme ça. D'accord ? Vraiment. Après avoir évidemment défini le logarithme népérien. Bon, je peux vous définir le logarithme népérien ensuite après si vous voulez. D'ailleurs, on en parlera dans la question finale. D'accord ? Ok. Bon. Quoi qu'il arrive, le logarithme népérien, c'est une fonction qui est voilà, définie sur tout x positif et qui, pardonnez-moi, est strictement croissante. Donc, comme elle est strictement croissante, cette fonction, elle est ce qu'on appelle bijective. Donc, elle a, voilà, en une seule et unique solution. Cette solution, elle est difficile à calculer, on va l'appeler E. Voilà, c'est tout. Mais tout comme on définit pi. Mais il y a d'autres moyens de définir aussi, eh bien, E. Et une fois qu'on a E, ensuite, après, on fait une exponentielle. Tu vois, par exemple, vous êtes d'accord que les fonctions exponentielles, c'est toutes les fonctions qui, si on prend, je sais pas, soit k appartenant à R, donc on prend un réel k, et on prend une fonction f qui à x associe k puissance x. Voilà. À partir du moment où on met en exposant une inconnue, tu vois, avec un nombre fixe là, on fait ce qu'on appelle une exponentielle. C'est des fonctions qui ont des croissances énormes, très 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 rapides. Voilà. Donc là, on peut le faire avec 2 puissance x, c'est une exponentielle hein, aussi, hein. Ou e puissance x, qui est aussi une exponentielle. Mais cette fonction est particulièrement intéressante, e puissance x, puisque justement elle se marie avec le logarithme népérien et surtout, on pourra apprendre de façon bien plus détaillée après, que comme elle résout cette équation différentielle, on peut l'écrire... Bon, après, j'avais fait tout le calcul justement ici, on avait même regardé un peu comment est-ce que ça fonctionnait. On peut écrire l'exponentielle de x comme étant une somme infinie. Ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est peut-être ce qui est le plus intéressant hein, finalement dans cette histoire. De k partant de 0, il me semble, à plus l'infini, tu vois. De, je crois, c'est x puissance k sur factoriel k. Voilà. Et en fait, en écrivant x comme ça, en écrivant exponentielle x comme ça, on transforme, tu vois, une expression un peu bizarre en quelque chose qu'on connaît déjà beaucoup plus, qui est bon, un polynôme infini, donc ce qu'on appelle une série entière. Et ça, eh bien, ça là, c'est, on va dire, beaucoup plus facilement manipulable, puisque globalement, ça va être un réel. Ça, c'est juste des puissances, donc c'est globalement ce que vous connaissez, c'est des polynômes, donc c'est vraiment un truc à la con. Ça fait 1 plus exponent, ça fait 1 plus x, enfin x sur 1 factoriel 1, quoi, plus x au carré sur factoriel 2, plus x puissance 3 sur factoriel 3. Bon, bref, voilà. Vous comprenez le principe, quoi. Plus 3 petits points.
Et donc ça, c'est un objet qui est un polynôme, donc qui est vachement manipulable, tu vois. Que tu peux... qui est plus tangible que le E, qui est un truc un peu bizarre. Et en définissant E comme ça, on va pouvoir travailler avec lui ensuite après bien plus efficacement. Et c'est même la meilleure façon, je pense, de définir l'exponentielle x. Parce que c'est plus facile ensuite après. Je suppose que t'as pas écrit tout ça depuis plus de 10 ans, comment ça se fait que tu t'en souviennes encore? Franchement, je vous assure, la prépa, ça a tellement martelé... ça a tellement martelé mon crâne. Je vous jure. Bon déjà, je me tiens quand même au courant des mathématiques modernes, hein. Je suis pas non plus resté loin, moi j'aime les mathématiques, donc je me tiens au courant des mathématiques modernes. Mais là, ce que je vous explique là, c'est vraiment des trucs... c'est des constructions de pensée plus que réellement des choses... Il n'y a pas de par cœur dans ce que je vous récite là. Il n'y a rien de par cœur. Je n'ai rien par cœur. Je peux rien vous réciter de par cœur. Moi, même mes formules de trigonométrie, je les connais pas par cœur. À chaque fois, je redémontre tout dans ma tête. C'est des cheminements de pensée de redémonstration. Tu vois, c'est pas tout le temps très très rigoureux. Est-ce qu'on peut faire aussi des exponentielles de matrices? Non, parce que l'ensemble des matrices, ça n'est malheureusement pas un corps, c'est un anneau. Et c'est vraiment très chiant. Notamment au niveau de la multiplication. En fait, on ne peut pas faire de la multiplication matricielle de façon commutative. Donc c'est un peu compliqué. Bon, ce qui est très fort dans l'ensemble des réels, c'est que, vous voyez, regardez, si je fais par exemple, je ne sais pas, 2 fois 6, ça va me faire 12. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que si je fais 6 fois 2, ça va me faire 12 aussi. D'accord? Malheureusement, dans l'ensemble des matrices, c'est pas vrai, ça. C'est-à-dire que tel qu'on définit la multiplication matricielle, on va avoir une commutativité au niveau de l'addition, mais la multiplication de matrices, alors je sais pas si on peut le faire ici, on va voir s'il fait les multiplications matricielles. Putain, ça peut être intéressant. Il fait les multiplications matricielles, le logiciel, là. Vas-y, je vais faire une matrice au pif. 1, 0, 2, 3, 1, 3, 0, 0, 1, multiplié par 4, 0, 2, 1, 1, 0, 3, moins 2, 0. Ok, fais pas la multiplication matricielle. Connard. Ah, le bâtard. Dommage, ça aurait été cool. Bon, il faut encore des mises à jour. D'accord? Il faut encore des mises à jour. Donc là, comment on fait de la multiplication matricielle, hein, on prend, globalement, ce qui est bien, c'est de les écrire l'une sur l'autre, comme ça. Je crois d'ailleurs que je peux le faire, attendez. Attendez, on va essayer un truc. Attendez. Normalement, je crois que je peux sélectionner des morceaux. Ah, attendez. Ok. Vas-y, frérot, sélectionne. Je sais plus comment on fait, mais je sais que je peux sélectionner des bouts et les déplacer. C'est vraiment... Bon, il y a des fois, ça marche pas trop. Ouais, là, ça marche pas. J'arrive pas à sélectionner le truc. Dommage. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. On peut la réécrire en dessous et puis c'est la même chose. Tu vois, on va 1, 0, 2, 3, 1, 3, 0, 0, 1. Voilà. Et si on va faire la multiplication entre ces deux-là. Globalement, ce qu'il faut faire, c'est multiplier celui-là par celui-là, plus celui-là par celui-là, plus celui-là par celui-là. Vous savez, hein, ça fait 4 fois 1, plus 0 fois 1 qui fait 0, plus 2 fois 3 qui fait 6. Donc ça fait 10. Ensuite, on recommence pour toutes les lignes et colonnes. Donc ici, tu fais 1 fois 0, plus 0 fois 1, plus 2 fois moins 2, ce qui va faire ici moins 4. Merde, moins connard. Moins 4. Ensuite ici on va multiplier ça, donc ça fait 2 fois 1 plus 0 plus 0, ça fait 2. Et on recommence, on change de ligne. Vous voyez, vous prenez cette ligne là maintenant. Donc cette ligne là fois cette colonne là. Ok. Hop. C'est trop bien parce que je peux ensuite après effacer tout ce que j'ai fait. Donc ça fait 3 fois 4, 12, plus 1, 13, plus 3 fois 3, 9. Donc ça fait 13 plus 9.
13 plus 9, ça fait 22. Ensuite, ça fait 3 fois 0, 0, plus 1 fois 1, 1, plus 3 fois moins 2. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc ça fait 1 moins 6, donc on est sur du moins 5. Ah! Reste ici, frère. Voilà, moins 5. Et ensuite, on termine. Ça fait 6. Donc 3 fois 2, 6. Ensuite, il n'y a que des 0. D'ailleurs, ici, 0 fois 0 fois 0 fois 0. Ici, on sait qu'on va avoir un 0. Là. 0, 0, 1, ça va être facile. C'est 0 fois 4 plus 0 fois 1 plus 1 fois 3. Donc ça fait 3. 0 fois 0 plus 0 fois 1 plus 1 fois moins 2. Ça fait moins 2. Donc voilà le résultat du produit de la matrice dans ce sens-là. Vous voyez? Donc si j'écris L ici et L là, j'obtiens cette matrice-là qui est du coup le résultat matriciel attendu. Mais je vous assure que si j'écris ça dans l'autre sens, eh bien c'est terrible, je vais pas avoir le même résultat. Et ça c'est chiant. Donc regardez, on va l'écrire dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, si je fais un peu de ménage ici, voilà, tac, comme ça. On va prendre une autre couleur pour l'écrire dans l'autre sens, d'accord? Donc, écrire dans l'autre sens, on va donc écrire la matrice 4, 0, 2, 1, 1, 0, 3, moins 2, 0, et on va la multiplier par la matrice 1, 0, 2, 3, 1, 3, 0, 0, 1. Ok? Multiplie ces éléments-là, d'accord? Donc on recommence, hein, c'est pareil, hein, en fait c'est plusieurs vecteurs, et ça va nous servir d'ailleurs dans le baccalauréat parce qu'on fait de la multiplication vectorielle. Donc on multiplie cette ligne-là par cette colonne-là, donc ça fait 4 fois 1, 4, plus 3 fois 0, 0, plus 0, 0, ça fait 4. Bon, fin de la démonstration. Si en haut à droite, tu as un 4, ici, tu as un 10. Donc, quand on multiplie deux matrices dans deux sens différents, eh bien, on obtient un résultat différent. Il n'y a pas besoin de continuer à faire le reste du calcul. Voilà. Et là, on est qu'en dimension 6. Donc, vous imaginez. Bon, il n'y a pas grand-chose à avoir mal au crâne. Hein. C'est vraiment... là, je vous fais des multiplications et de l'addition. Hein. Donc, pour obtenir... Je répète, hein, pour obtenir ça, là. Je fais ça multiplié par ça. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle un produit scalaire. C'est le 4, 0, 2. Voilà, ce vecteur-là. Multiplié par 1, 3, 0, ce vecteur-là. Et par définition, le produit scalaire, c'est la multiplication de ça, donc 4 fois 1, plus la multiplication de ça, 3 fois 0, plus la multiplication de ça, 2 fois 0, et j'obtiens... voilà. Normalement, il est censé le calculer, même s'il ne voit pas mes plus, mais... Bon, j'obtiens 4, quoi. Voilà. Et en fait, il faut faire ça à chaque élément de la matrice pour avoir tous les trucs. Ok, donc c'est ça que je dis quand en fait la multiplication matricielle elle n'est pas commutative. En mathématiques, on dit du coup que c'est pas un corps. Enfin, l'ensemble des matrices n'est pas un corps. C'est ce qui s'appelle un anneau. Et comme la communauté de l'anneau, le Seigneur des Anneaux. Et c'est chiant. C'est chiant parce que vous dans votre vie vous avez eu l'habitude de faire ça là. Ça c'est la vie ça. Ça c'est ce qu'on appelle la vie. Dans la vraie vie on fait ça. Voilà. Et on est bien. D'accord ? On peut mettre tout un peu dans le même sens, modifier, mais arrivé à un moment, quand on commence à augmenter un peu les dimensions de notre vie, ça marche plus. Et c'est chiant, hein. C'est chiant. Hein. Et il y a il y a même beaucoup plus d'ensembles dans la vie où on peut pas manipuler les objets à droite, à gauche, faire des multiplications à droite, à gauche. Vous n'êtes pas d'accord, exactement. Et exactement, c'est ça. On peut dire en moyen technique qu'on n'est pas d'accord. Bref, pourquoi je racontais ça, moi? Ça va être long, cette correction de mathématiques. Je racontais ça pour vous dire que... voilà. C'est important d'avoir des ensembles où le tout est commutatif. Donc voilà, donc l'exponentielle est définie comme ça. Donc on attend l'idée de la croissance comparée. Donc on étudie la limite. La limite, c'est bien 0 à plus l'infini. Voilà, c'est ce qui est marqué là. Comme la limite, c'est 0. Je vous ai même prouvé, hein, regardez ici, avec des calculs, que quand on commence à être à 2, on est déjà à 0,54. Quand on est à 10, on est déjà à 0,009. Et quand on est à 100, hein, c'est-à-dire très loin de l'infini, sur cette fonction, on est déjà à 10 puissance moins péta au schnock, quoi. C'est quand même assez ouf. Hein. 10 puissance moins 42.
C'est pour vous dire à quel point on y va quand même. Alors, 2 divisé par 6 est différent de 6 divisé par 2. C'est pareil pour la soustraction. Oui, sauf que la soustraction et l'addition ne sont pas des trucs qui existent. Là, tu inverses deux choses. Alors ça, très important, hein, évidemment. Hein. Erreur logique que font énormément de personnes. Faut oublier... Enfin, là, je suis obligé d'intervenir quand je lis des trucs comme ça. Mais c'est bien, GG, d'avoir fait cette remarque-là. Donc, vous êtes en train de dire que 2 divisé par 6... est différent de 6 divisé par 2. Et vous avez totalement raison. Cela dit, vous ne faites pas du tout le même calcul. Ok? Vous ne faites pas du tout le même calcul. Ce n'est pas le même calcul. Vous utilisez ça comme si c'était une opération mathématique. Mais ça, ce n'est pas une opération mathématique. Alors là, vous allez bugger. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle une notation. C'est ce qu'on appelle une notation. Donc, pour simplifier la vie des gens, on a noté la division comme ça, on a noté le rapport comme ça. Mais l'opération mathématique que vous faites quand vous faites 6 divisé par 6... c'est cette opération mathématique-là. Vous faites 2 multiplié par 6 puissance moins 1. Ça, c'est l'opération mathématique. Ça, là. C'est la vraie opération mathématique. Or, ça, c'est bien égal à 6 puissance moins 1 multiplié par 2. Qui est égal à 1 sur 6 multiplié par 2. Merci beaucoup Atomium pour le raid. Bonjour, bonjour à tous les fans de FF14. J'espère que vous allez bien. Donc quand vous inversez ici un rapport, en fait, vous changez le rapport. Enfin, vous ne faites pas la même opération mathématique. Vous changez littéralement la notation. Or, vous le voyez bien, si on écrit dans l'autre sens l'opération, on obtient exactement la même chose. Donc 1 sur 6 fois 2, qui est bien 2 sur 6. Donc 2 sur 6 égale 2 sur 6. Merci. Merci beaucoup d'avoir existé. Ok. Merci beaucoup d'avoir existé, viewers. Bonjour les viewers. Comment allez-vous? Alors dans Défi Z-Event, on doit corriger le bac de maths. Mais j'ai l'impression qu'on part d'un peu loin dans le chat pour corriger le bac de maths. Du coup, je vais faire pareil. La soustraction, c'est exactement pareil. Si vous faites 2 moins 6, ce moins est un moins de commodité. D'accord? C'est un moins de commodité. La bonne opération mathématique, c'est celle-ci, mais vous vous rendrez bien compte que c'est quand même assez chiant à écrire. C'est 2 plus moins 6. Voilà. Le calcul mathématique réel, c'est celui-ci. D'accord? Or, celui-ci, il est bien réversible et on peut bien écrire moins 6 plus 2. Voilà. Et on va obtenir le même résultat qui est moins 4. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème de commutativité. Mais 2 moins 6, c'est différent de 6 moins 2. Puisqu'évidemment, vous n'avez pas les mêmes objets. Là, vous mettez 6 de l'autre côté et pas moins 6. Et là, vous mettez moins 2 de l'autre côté et pas 2. Donc en fait, vous ne faites pas, vous ne changez pas de position les termes. Vous changez les termes. Évidemment, au bout d'un moment, ça finit par disparaître. Ça finit par... Vous vous rendez compte que si on écrivait tout le temps tout comme ça, ce serait chiant quand même. Hein? C'est juste par commodité qu'on utilise ce genre de rapport. Et même, ça peut aider visuellement dans les calculs. Mais il faut bien comprendre l'objet que l'on manipule en mathématiques. C'est surtout ça qui est très important. Ce qui est important, c'est quoi votre calcul? Quand vous écrivez 2 moins 6, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas une soustraction, vous additionnez un nombre négatif. D'accord? C'est ça que vous faites. À partir du moment où vous introduisez les nombres négatifs, dès qu'on vous introduit les nombres négatifs, voilà, vous passez de l'ensemble n, qui est l'ensemble des entiers naturels, voilà, qui est égal à 0, 1, 2, 3, tac, 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 voilà, jusqu'à l'infini,
à l'ensemble Z, qui est l'ensemble des entiers relatifs, qui lui va de moins l'infini, tac, 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 et qui fait moins 3, moins 2, moins 1, donc globalement, qui comporte tous les opposés. 1, 2, tac, tac, jusqu'à plus l'infini. Voilà. On vous introduit cet ensemble, vous ne travaillez plus l'ensemble des zoomers, exactement. Donc la soustraction, dites-vous bien, la division et la soustraction n'existent pas. Ok ? En termes de loi de composition, ce qu'on appelle une loi de composition, ça n'existe pas. Ok ? Je sais que ça fait un peu bugger, mais c'est pas des choses, ce sont des choses de convention, voilà, qui traduisent un passage à un ensemble plus élevé. Donc vous voyez, quand vous avez n, vous passez à z, vous passez à un ensemble plus élevé, mais c'est la même chose que lorsque vous passez, eh bien ici, aux fractions, vous allez passer très souvent, bon les fractions, on va dire, vous allez passer de z, ok, qui est cet ensemble-là, à l'ensemble de ce qu'on appelle les rationnels. Je ne sais même plus comment on les note. On note comment les rationnels D. On les note comment les rationnels? Comment on les note aujourd'hui les rationnels? Moi je l'ai noté Q, je crois. Bah oui, c'est ça, Q. C'est le fameux Q qui est dense dans R. Voilà. Donc Q qui est l'ensemble, voilà, des P et Q. C'est vraiment... C'est quand même trop bien. Hein. Q, c'est l'ensemble des P et Q hein, qui appartiennent à Z croix Z. Voilà, bon alors, voilà, tel que Q soit différent de 0, évidemment, et voilà, et bien que qui s'écrivent P sur Q. Voilà. Bon, évidemment, Q différent de 0, sinon si votre Q est égal à 0, c'est terrible. Voilà, l'ensemble des rationnels, quoi. LOL PQ, quoi. Voilà, PQ. Bah ouais, bah le PQ. Bah écoutez, les mathématiques, ça fait rigoler. Ça fait vraiment rigoler. Ok. Donc voilà. Donc c'est un ensemble supplémentaire, celui qui s'écrit en fraction, ou alors, voilà, tel que on a l'inverse. On introduit l'inverse de Q. C'est-à-dire tel que voilà, tous les nombres à l'intérieur possèdent un inverse. Et du coup, on peut multiplier cet inverse. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'il y a une énorme différence du coup entre n, que vous voyez justement ici. Donc l'ensemble des entiers, qui est l'ensemble qui permet de compter les moutons. Hein. Ça permet de compter le nombre de raids que Atomium fait sur FF14. Donc vous voyez... 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Vous savez compter ici dans le chat. Qui sait compter dans le chat? Levez la main si vous savez compter. Ok. Ah, je sais compter, mais j'obtiens quand même un ensemble avec des opposés. Voilà. Des opposés qui sont faciles à définir. Très bien, vous savez compter. Vous savez faire vos lacets? Franklin? Environ bof. Bon. Bon, voilà. Alors ce qui est très très rigolo, c'est que... Et là, je vous demande pas de me... Bon. Tapez pas, d'accord. D'après vous, quel ensemble contient le plus d'éléments? Est-ce que c'est cet ensemble-là ou cet ensemble-là? D'après vous, est-ce que c'est N ou c'est Z qui contient le plus d'éléments? C'est Z, on est d'accord. Bah, on voit bien que c'est plus grand. Et bah la réponse, la vraie réponse, est qu'ils en ont exactement le même nombre.
Même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus d'éléments ici dans Z que dans N, je peux vous assurer, et je peux vous le prouver, qu'il y a exactement le même nombre d'éléments là et là. On peut établir ce qu'on appelle une bijection, c'est-à-dire une fonction qui a un élément d'ici associé à un élément là, et reviennent ensuite après un élément d'ici associé à un seul et unique élément là. Il y a autant d'éléments dans N et dans N. Je peux vous le prouver, regardez. Voilà. Je crée la fonction qu'ici, A0 associe 0. OK. Qui a 1 associe 1. Qui a 2 associe -1. Qui a 3 associe 2. Qui a 4 associe -2. Et je continue à l'infini. Je continue. Je continue. Je continue. Sans m'arrêter. Donc, A5, j'associe 3. A6, j'associe -3. Etc, 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 etc. Et vous allez voir que je vais associer exactement le même nombre d'éléments ici que d'éléments qu'il y a ici. Bah parce que je vais à l'infini. Bon, je peux vous écrire la fonction si vous voulez, et ça sera une preuve. Oui, c'est une preuve parce que c'était une bijection. C'est-à-dire à un élément unique de N, j'associe un élément unique de Z. Donc à un élément unique de Z, il y a un élément unique de N. Donc, il y a le même nombre d'éléments dans N et dans Z. C'est logique parce que les ensembles sont infinis. Il est évident que si je m'arrêtais là à un nombre fini, tout ça ne marche pas. Mais il y a un nombre infini de termes. Bah, je l'ai construit comme étant une bijection. J'ai rien à prouver puisqu'elle est construite bijective. Je la construis bijective moi-même, tu vois. Et en repoussant à l'infini, tu tombes sur tous les nombres. C'est beau, hein? On parle lorsque des ensembles peuvent être mis en relation directement avec N, on parle d'ensemble dénombrable, c'est-à-dire d'ensemble dans lequel on peut compter les éléments. Voilà. Non, N n'est pas égal à Z. Ce n'est pas le même ensemble, mais il y a le même nombre d'éléments. Vous voyez bien que c'est des ensembles différents, il n'y a pas les mêmes éléments dedans. Il n'y a pas les mêmes éléments dedans, mais il y en a le même nombre. Même si vous avez l'impression qu'il y en a plus. C'est beau, hein? Le cardinal est infini, de toute façon, c'est ça. Le nombre d'éléments est infini. Mais bon, l'infini, c'est grand, hein, les gens. Et ça ne s'arrête pas, en fait. Mais il y a le même nombre d'infinis. Tu vois, c'est un infini qui est identique, si vous préférez. Dans Z, c'est pas le cas, par contre. Dans Z, on peut plus faire ça. Ça marche pas. D'ailleurs, tu le vois, hein, Z, il est défini comme des éléments de Z au carré. Donc en fait, Z, il est plus en relation avec N au carré, donc pas avec N. Donc il y a beaucoup plus, il y a un infini beaucoup plus grand. Voilà. Et ensuite, tu peux comparer les infinis grâce à ça. L'infini, c'est grand, hein. Et en fait, on n'a pas les mêmes types de raisonnement quand on va à l'infini que quand, évidemment, on règle sur des ensembles finis. C'est normal. Mais mathématiquement, il n'y a pas d'erreur. C'est juste. J'ai fait une bijection entre les deux éléments, entre les deux ensembles. Et ce qui est vraiment assez intéressant avec Q, c'est que Q, il contient tellement d'éléments, que c'est quasiment la droite réelle. Vous voyez la droite réelle, la fameuse droite réelle. Celle qui ici va tac 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 à moins l'infini, et ici tac 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 à plus l'infini. Bien cet ensemble-là, qui est pourtant 100% discret, hein. C'est-à-dire que tu prends deux éléments au pif, tu peux trouver un élément qui est au milieu, hein, entre les deux, qui est pas dans l'ensemble. C'est ça qui est un truc de ouf. Imaginez, tu prends deux éléments au pif de ton cul, tu prends deux poils de cul. Tu prends deux poils de cul, quels que soient les poils de cul que tu prends, tu peux trouver un nombre au milieu. C'est un truc de ouf quand même. Eh bien, malgré ça, il y a quasiment autant d'éléments que dans la droite réelle. C'est fou, hein? En mathématiques, on explique que la fermeture du Q, ce qu'on appelle Q bar, est égale au réel. Voilà. Donc c'est-à-dire si tu bouges tous les trous de ton Q, ok,
t'obtiens la droite réelle. Globalement, la droite réelle, c'est un cul avec plein de trous dedans. Mais ces trous sont tous discrets, tous distincts les uns des autres. Et si jamais tu rebouches tous les trous avec du préventif, t'obtiens les réels. Donc, l'ensemble des réels, c'est comme un gros cul fermé. Et c'est ça les maths. C'est fou, hein? Bon, ça, je pourrais vous le montrer aussi, mais c'est pas le sujet du bac. Tout ça pour vous dire qu'on peut s'amuser avec ce genre de truc-là. Ça va nous être utile, hein, puisqu'on va parler de suite juste après. Donc, si vous voulez, là, on peut mettre des pansements. Voilà. On peut mettre des pansements. Quoi qu'il arrive, voilà, il y a plein de nombres hein, qui ne sont pas rationnels. Genre, bah, par exemple, bah, on avait étudié justement les pi, etc., qui ne sont pas rationnels. Eux, voilà, qui ne l'étaient pas. Des irrationnels, irrationnels purs, transcendants même. Voilà. Bon. Les nombres, il y a plein de nombres très très rigolos à étudier. Allez. Fin, du coup, de la première partie. Donc ça, c'est un préambule. Donc bien comprendre hein, que la division est une notation et qu'évidemment ça, c'est différent de ça parce que c'est pas la même opération. D'accord ? Par contre, la multiplication, elle est bien commutative. Si tu multiplies deux éléments à droite et à gauche, ou à gauche et à droite dans l'ensemble des réels, tu fais la même opération. T'as vu, c'est rigolo, tu peux même copier l'expression. Putain, c'est vraiment trop bien la calculatrice. Voilà. Donc évidemment que ça, c'est différent. Vous ne faites pas la même opération. Évidemment que là, ça et ça, c'est différent. Vous ne faites pas la même opération. Donc oui, c'est différent si tu fais pas la même opération. Par contre, si tu fais la même opération, c'est pareil. Mais il y a des fois où tu as l'impression de faire la même opération, mais malheureusement, bah, comme dans le cas des matrices, la commutativité ne fonctionne pas. Alors que c'est les deux mêmes éléments, tu mets à droite, à gauche. Là, votre problème, c'est que vous ne mettez pas les mêmes éléments à droite et à gauche. Donc évidemment, vous buguez. Là, vous ne mettez pas les mêmes éléments en haut et en bas. Donc évidemment, vous buguez. Évidemment que c'est différent. Donc ceci était un préliminaire. J'espère que ça vous a bien chauffé. Hein. Bon, ça, c'est niveau collège. D'accord ? Est-ce qu'il y aurait un jour férié pour la commutativité ? On pourrait faire un jour férié pour la commutativité. Du coup, c'est quoi là le bac ? Il demande quoi ? Il demande, voilà, la fonction f est solution de R. L'équation différentielle E, c'est y' plus y égale 5 exponentielle moins x. Donc on va essayer de résoudre ça. Donc voilà, le but alors, il faut quand même des justificatifs pour cette affirmation 2. Hein. Donc l'affirmation 2, j'écris très mal, je suis désolé, c'est que la fonction f de x, qui est égale à, je crois c'est 5x exponentielle moins x, voilà, est-elle solution de l'équation différentielle? Donc ce qu'on appelle une équation différentielle, c'est une équation qui lie une fonction et sa dérivée. Donc je crois est-elle solution de... si je dis pas de bêtises, c'est y' plus y égale 5 exponentielle moins x, c'est ça? Donc y' plus y égale 5 exponentielle moins x. Bon, est-ce qu'on s'ennuierait pas un peu? C'est 5x ou 5 exponentielle moins x? 5, voilà. Bon, très clairement, on s'ennuie. D'accord, c'est une affirmation. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas-là? On a f, on va calculer sa dérivée, d'accord? Et on va faire f' plus f, et regardez ce qu'on obtient. Voilà. Bon, ça, là-dessus, jusque-là, on est sur du... on est sur de l'ennui un peu total, d'accord? Bon. f de x, c'est quoi? Donc, f de x... Ah! Merci. Donc, on a dit que f de x était égal à 5x exponentielle moins x. Donc, bon, vous m'accordez, cette fonction, elle est continue, ok, elle est définie sur l'ensemble des réels, elle est donc
dérivable. Et la formule de la dérivée, c'est la formule de la dérivée d'un produit. D'accord? J'ai eu combien au bac de maths? J'ai eu 16. Et je suis sorti au bout de 2 heures. Et je me suis trompé comme une merde. Mais vraiment comme une merde. Sur une équation diophantienne. C'est trop chiant les équations diophantiennes à résoudre. C'est vraiment pas drôle. Et ouais, l'équation diophantienne... Une équation diophantienne, c'est une équation à 2 inconnus dans l'ensemble des entiers. Voilà. Donc c'est une équation, bien sûr il y a 2 inconnus, donc ça semble insolvable. Par contre vous avez comme condition que vos inconnus sont des entiers. Et ça change tout en fait dans la résolution des équations. On appelle ça une équation diophantienne. Comme Dio, Zawaldo, quoi. Donc en fait ça fait des nuages de réponses. Tu obtiens des nuages de réponses. Il y a plein de façons de résoudre ça avec des nuages de réponses. Et c'est facile. Bon, c'est quoi la formule? F' égale. Formule d'une... si j'ai... comment? A fois B et que je veux le dériver. C'est quoi la formule, les gens, de ça? Est-ce que vous l'avez, là? Bon, ça faut quand même le savoir un peu. Ça reste un peu utile, quoi. Voilà. Merci. Ouais, ouais. Donc, la formule de la dérivée d'un produit de fonction, c'est la dérivée de la première fonction multipliée par la deuxième sans la changer, plus la première sans la changer multipliée par la dérivée de la deuxième. Ok? Si on considère que 5x c'est mon A et que exponentielle moins x c'est mon B, on obtient du coup f' de x qui est égal à, bon, la dérivée de 5x, c'est 5. Ok. Vous avez, ça va, la dérivée d'un polynôme, c'est ok. Ok, on rappelle, hein, dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. D'accord, ça va. Bon, ça c'est quand même le début des études... de dérivées. Donc on obtient 5b, c'est exponentielle moins x. Ok. Plus 5x. C'est mon a. Multiplié par la dérivée d'exponentielle moins x. Or, je vous ai déjà dit que la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. La dérivée d'exponentielle moins x, voilà, il y a juste un petit moins au-dessus. Enfin, c'est le moins qui va descendre. C'est moins exponentielle moins x. Voilà. Si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez toujours remplacer moins x par un grand X. Voilà. Et dériver par rapport à... et faire la dérivée d'une fonction composée. Donc à la fois la dérivée de moins grand X, donc de moins x, et la dérivée de l'exponentielle. Donc on rappelle dérivée d'une fonction composée. Voilà. Ok. Donc ça va faire moins exponentielle moins x. Voilà. Donc on obtient la dérivée de f qui devient du coup moins 5x exponentielle moins x en la réécrivant convenablement plus 5 exponentielle moins x. Voilà, ça c'est pour f'. Voilà. Donc si on fait f' de x plus f de x, f de x, je vous rappelle, c'est 5 exponentielle moins x. On obtient moins 5x exponentielle moins x plus 5 exponentielle moins x plus 5x exponentielle moins x. Donc je rappelle que ça, c'est ça et que ça, c'est tout ça. Bon voilà, on a moins 5x exponentielle moins x là, on a plus 5x exponentielle moins x là. Si vous avez suivi mon cours sur la commutativité juste avant, voilà, ces deux termes sont exactement les mêmes, ils s'annulent. On obtient donc 5 exponentielle moins x. Donc f' plus f égale 5 exponentielle moins x. f' plus x égale 5 exponentielle moins x, c'était l'affirmation. On obtient ce résultat, l'affirmation est donc vraie. Voilà, c'est donc vrai.
Alors là, il n'y a pas besoin de factoriser ces termes-là, hein, puisque ils s'annulent. Voilà, encore mieux. Donc voilà, donc ça c'est relativement simple, c'est vraiment, on veut juste vous faire dériver un terme, voilà, en 2 lignes c'est résolu, et on a le vrai, tu vois. Ouais, la somme entre ça et ça c'est nul, c'est la différence entre les deux, c'est le même truc quoi. Vous pouvez le réécrire dans le bon sens, et d'où l'intérêt, hein, d'où l'intérêt de vous montrer que la soustraction n'existe pas. Hein, juste avant, tu vois, tout ce que j'ai fait là, sur le 2-6, c'est pas 6-2, mais 2-6, c'est bien 2 plus moins 6, c'est donc moins 6 plus 2. Je le réutilise exactement là. Tu vois, ça c'est moins un truc, plus le même truc, tu vois, que je peux mettre dans l'autre sens, qui fait le même truc, moins le même truc, qui s'annule, ok? Et ouais, la manipulation des termes, ça reste quand même quelque chose d'important. Et ouais. Voilà, et en plus, voilà, il n'y a même pas besoin de trouver la solution. Il y a juste besoin de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour mettre en jambe, ça rapporte pas non plus énormément de points. Hein. Mais c'est assez cool. Allez, on va passer à l'affirmation 3. Une affirmation assez rigolote, je trouve. Éditer. Papapapam. On va annoter. Donc, voilà. On va définir des suites telles que... Alors, attends. Retour. Donc là, on va parler de suites. On définit des suites UN, VN et WN telles que pour tout entier naturel, la suite VN soit tout le temps comprise entre la suite UN et la suite WN. D'accord? Donc bon, ça fait appel aux notions de suite. Donc c'est quoi une suite? Le suite, c'est vraiment un des objets mathématiques les plus simples qui puissent exister en maths. Puisqu'une suite... Mais ce qui est rigolo avec les suites, c'est qu'on peut faire plein de trucs avec des objets simples. Ça aussi, c'est bien avec les mathématiques. Donc une suite, c'est ni plus ni moins qu'une fonction. Tu vois? On peut le voir ça comme ça. On peut voir ça de plein de façons différentes. Qui a un entier naturel associe un truc. Et j'insiste sur le terme un truc. Parce que c'est ça qui est très rigolo avec les suites. Associe un truc. Donc en gros, c'est vraiment l'idée de compter. Ok? Imaginez, vous avez un parc avec des moutons. Voilà. Ok? Vous voyez, premier calcul, vous comptez le nombre de moutons que vous avez. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons. Créez une suite de calculs où à chaque fois vous incrémentez peut-être d'un ou peut-être 2 moutons vont rentrer d'un coup. Hop là, d'un coup, je passe à 5 moutons. Voilà. 4e calcul, je passe à 10 moutons. Il y a plus de moutons qui rentrent. C'est comme les shiny, c'est vraiment être capable de compter les choses. Donc d'avoir un truc dans N. Alors évidemment, nous, les suites un peu plus classiques que l'on étudie en terminale, c'est souvent des suites réelles, ce qu'on appelle les suites réelles, mais on ne précisera même plus. Donc il y a un entier associe un nombre réel. Voilà. Bon, un nombre réel, c'est genre un nombre au pif. D'accord? Je sais pas, on peut envisager des suites voilà, qui a 0 associé un truc, 1 associé un autre truc. Souvent ces suites, on les note soit U, soit V, soit W, parce qu'on utilise déjà F, G, H pour noter les fonctions. Tout ça, c'est vraiment une histoire de convention. Et on devrait noter U de N pour la suite qui a un entier associe évidemment un réel, mais on a plutôt tendance à noter ça U N avec le petit n en indice en bas. Ça encore, c'est une notation, ok? En mathématiques, on utilise plein de notations pour que tout le monde se comprenne. D'accord? Et pourquoi cette notation est aussi intéressante? Parce que certaines suites peuvent dépendre de certains inconnus. Voilà. Comme par exemple, je sais pas...
Cherchez le nom d'un inconnu, là. Donnez-moi le nom d'un inconnu, là, rapidement, s'il vous plaît. Il y a soit Didier Bourdon, voilà, merci beaucoup, putain. Ou Thirion. Voilà, c'est aussi plutôt un inconnu. Voilà. Exactement. Macron, ça peut être aussi. Bien sûr. Ou Passepartout. Merci, voilà. Bon, il y en a plein. Il y a plein d'inconnus. Il y a plein d'inconnus. Voilà. Pour le moment, un inconnu, c'est un nombre que tu connais pas. Donc, on peut associer ça. Et ce qui est très intéressant avec les suites, c'est qu'on a tendance à pouvoir les définir en relation avec elles-mêmes. Et c'est ça qui est super cool avec les suites, c'est qu'en fait, c'est des objets mathématiques qu'on va pouvoir définir en relation avec elles-mêmes. Souvent, d'ailleurs, quand on fait du calcul physique, imaginons, vous faites du calcul physique. Bon, imaginons que vous êtes un physicien. Je suis désolé pour vous. Vous êtes un physicien et vous faites ce que l'on appelle des mesures, des calculs. Mais ces calculs que vous faites, ces calculs sont très souvent ponctuels. Dans la vraie vie, on fait souvent des calculs ponctuels. Genre, par exemple, imaginons la température de la planète. Voilà, vous prenez la température de la planète en degrés Celsius en fonction du nombre d'années, d'accord? Voilà, en fonction des années. Vous allez faire année après année prendre la température de la planète. Je ne sais pas, ici en 1980, ici en 1990, voilà, ici en 2000, voilà. Et ici, bon, bah, en 2050. Bon, la réponse ici, voilà, vous allez prendre un peu la température de la planète en fonction de température moyenne. Et chaque année, vous la prenez, d'accord? Chaque année. Donc, vous faites des calculs discrets. Donc, vous allez, je sais pas, avoir une opération là. Bon, on a tendance à... Bon, il y a un consensus scientifique en ce moment qui se développe. Une idée un peu nouvelle, comme quoi l'évolution de la température de la planète en fonction des années a tendance à être plutôt croissante. Donc, voilà. Et mais bon, ça a l'air d'être un truc de platiste. Voilà. Et donc vous allez déterminer eh bien, des points discrets sur un graphique. Vous allez déterminer une suite de nombres, voilà, qui vont être discrets sur le pratique. Alors évidemment, généralement il y en a une à chaque année. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'avec cette suite discrète de nombres, on peut essayer de trouver des relations entre chacune des points. Est-ce que finalement la position de ce point-là est indépendante ou dépend de la position de ce point-là? Est-ce qu'elle dépend de la position de ce point-là ou est-ce qu'elle dépend de la position? Est-ce qu'elle peut dépendre aussi de la somme de la position de ces points? Et ce qui est assez intéressant avec les suites, c'est que souvent on a plein de suites qui dépendent eh bien, de la position dans laquelle on était avant. C'est-à-dire, bon bah voilà, si vous comprenez bien que la température a tendance à se réchauffer, d'une année à l'autre, on va prendre la température de l'année précédente et on va lui ajouter une certaine température, par exemple. Ouais, ça c'est mal écrit, vous avez raison. Je me fais engueuler. Je me fais engueuler, je me fais engueuler, je me fais engueuler, je me fais engueuler, je me fais engueuler. Voilà. Si vous êtes désagréable, j'écris en Fahrenheit, hein. Donc, soyez pas désagréable. Soyez pas désagréable. Donc, donc, ce qui est bien avec des suites, c'est qu'on peut déterminer souvent comment est-ce que l'on calcule le prochain par rapport à ce que lui avant. Et il y a des suites qui sont très connues, faciles, que vous pouvez expérimenter dans à peu près toute votre vie. Par exemple, une suite absolument connue. Vous êtes dans un jeu vidéo, ok? Vous êtes dans un jeu vidéo, vous êtes dans World of Warcraft, d'accord? Vous commencez level 1, ok? Pour passer au level 2, il vous faut 800 points... Merde, j'ai vraiment un problème avec l'infini. Il vous faut 800 points d'XP. D'accord? Pour passer au level 2. Donc au level 1, on a 0 points d'XP. Ok? Donc on peut dire que, eh bien, U1, le premier élément de ta suite, c'est 0. J'ai 0 points d'XP. Pour passer au level 2, donc avoir le deuxième élément de ma suite, d'accord? Eh bien, il me faut 800 points d'expérience. Ce que c'est, en fait, U1 plus
800. Ok? Et on peut continuer comme ça. S'il vous faut à chaque fois 800 points d'expérience pour passer au niveau suivant, vous savez que si jamais vous êtes à un niveau quelconque, admettons à un niveau N, voilà, pour passer au niveau N, il vous faudra votre niveau d'avant, le niveau qu'on va appeler N-1, et lui ajouter 800 points d'expérience. Et bien là, vous définissez ce qu'on appelle une suite que l'on appelle arithmétique, où chaque élément du nouveau niveau ajoute 800 au précédent. Voilà. Exactement comme dans certains jeux de rôle. D'accord ? Incroyable. Et ça, c'est des éléments qui sont intéressants et qui sont directement liés, tu vois, à la vraie vie. Et vous pouvez d'ailleurs faire plein de calculs en fonction de l'écart que vous avez. D'ailleurs, ça, c'est bien parce que je l'ai choisi arithmétique là volontairement, mais des fois, il faut plus d'expérience pour augmenter de niveau. En fonction, plus le niveau est élevé, plus il va falloir d'expérience. C'est le cas, par exemple, dans Pokémon. Mais on peut totalement définir tout ça, tu vois. Voilà, on peut décaler, vous savez, ça c'est... L'important, c'est qu'il y ait celui-là et celui qui le précède, ici. Ok ? C'est ça qui est surtout important. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre le suivant, qui est le n+1, et laisser un ici. Voilà. Ça, j'écris exactement la même chose. Voilà, j'écris la même chose. L'important, c'est de définir le suivant par rapport au précédent. Dans les suites, on fait souvent ça, et il y a pas mal de suites qui peuvent être définies en fonction du précédent. Mais parfois, pas du tout. Parfois, c'est juste des fonctions de n dans R, absolument quelconques, qui, à un entier, associe un réel, point final. Des fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a certaines suites qui peuvent être mises en relation les unes avec les autres. Donc ça, c'est l'exemple de la suite qu'on en appelle arithmétique, que je ne sais pas écrire. Mais il y a les exemples des suites dites géométriques où, à ce moment-là, au précédent, on va multiplier quelque chose. Je ne sais pas, K. Mettons K, c'est un réel. Et du coup, au prochain barreau, à chaque fois, on va multiplier un truc. On voit que ces suites-là vont être d'une croissance relativement, on va dire, simple. On va faire un bond du 800 à chaque fois. Ici, on va avoir une croissance qui est vraiment plus importante puisqu'on va multiplier à chaque fois un réel au précédent terme de la suite. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les suites dites géométriques. Voilà. Ça, vraiment... Notez que toutes les suites ne sont pas forcément en relation les unes avec les autres. Ok ? L'important, c'est pas vraiment d'où on part. L'important, c'est comment est-ce qu'on construit le chemin dans les suites. Mais généralement, la plupart des études qui sont faites sont des études ponctuelles. Donc, on fait une mesure, une autre mesure, une autre mesure. On détermine ce qu'on appelle une suite de mesures. Voilà. Et dans la vraie vie, même dans la vraie vie de tous les jours, vous avez dans votre tête des suites en permanence. Là, je parle d'associer des réels, mais je parle totalement d'associer des trucs n'importe quoi. Imaginons, moi par exemple, je fais du vélo. Ma première sortie, j'ai fait tant de kilomètres. Ma deuxième sortie, j'ai fait tant de kilomètres. Ma troisième sortie, j'ai fait tant de kilomètres. Vous voyez ? J'établis une suite kilométrique de sorties qui peut me permettre d'établir un diagramme. Et ensuite, je peux sommer la totalité des termes de cette suite pour établir une quantité globale de kilomètres parcourus. Voilà, c'est des trucs c'est des trucs que vous faites naturellement dans votre tête, tu vois. Mais ce qui est intéressant avec les objets qui se définissent par rapport à, on va dire, l'itération précédente, c'est qu'on va pouvoir réellement définir on va pouvoir définir un cheminement. En fait, grâce à ce genre de structure-là, si on peut définir un élément d'après par rapport à l'élément d'avant, comme on connaît à peu près tous les éléments d'avant, on va pouvoir déterminer tous les éléments d'après. C'est ce qu'on appelle des suites connues ou des suites récurrentes, ce qui introduit d'ailleurs le principe même de récurrence dans les raisonnements, qui est que si jamais vous connaissez l'élément, le premier élément, et que vous savez passer de l'élément numéro n à l'élément numéro n+1, voilà, je ne sais pas écrire connu, vous le voyez,
Eh bien, à ce moment-là, vous savez, pour tout n, vous connaissez la suite un. Et ça, c'est super intéressant. Parce que plutôt que de se faire chier à faire... plutôt que de se faire chier à faire tous les calculs de tous les rangs, de chacune des itérations à la con, dès qu'on a déterminé une relation entre un rang et le suivant, ok, et ça peut être une récurrence, ça peut être une super récurrence, ça peut être une récurrence double, dès qu'on a terminé une relation entre les rangs d'avant et le rang suivant, on peut déterminer tout ce qu'il y a après. Voilà. Et il n'y a plus besoin de faire de calcul. On est dans la certitude de voir où va évoluer votre suite. Ok ? Voilà, ça c'est le principe des suites. Donc c'est des objets mathématiques très simples où globalement il s'agit de compter des résultats. Voilà. Et ensuite après, bah, tu mets tous ces résultats dans un gros diagramme. Mais c'est des choses que l'on peut manipuler réellement. On revient au cas de notre... de notre exercice. Donc le bac nous dit qu'on a 3 suites donc, qui agissent comme ça. UN, elle est plus grande ou égale à VN, elle est plus grande ou égale à WN. Globalement, et ça quel que soit N, dans N, d'accord, ok, donc peu importe l'entier que l'on prend, si tu prends U100, elle est plus petite que V100, elle est plus petite que W100. D'accord. Ok. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Eh bien ça, il y a une affirmation qui est derrière, qui dit UN converge vers -1, WN converge vers 1. D'accord. L'affirmation, c'est que la suite VN converge vers un réel I qui est entre -1 et 1. Donc globalement, ça veut dire quoi? UN converge, VN converge. Ça veut dire que UN, la suite, si jamais on fait tendre N vers l'infini, elle va converger vers -1. Donc elle s'arrête à -1, réellement. WN, si jamais on fait tendre N vers l'infini, elle va s'arrêter à +1. Ok? Donc globalement, voilà, bah imaginez, hein, je tape mes graphiques et au bout d'un moment, bon, on obtient quasiment tout le temps -1 ou quasiment tout le temps 1. Là, l'affirmation est VN converge. Avec cette simple affirmation-là, à savoir que UN et WN encadrent VN, et que les deux tendent vers -1 et 1, est-ce que VN converge? D'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, imaginez, vous avez une suite de nombres, comme ça. Vous avez plein de suites de nombres, 3 suites de nombres totalement différentes. Tout ce que vous savez, c'est que si vous prenez n'importe quelle itération, vous êtes au milieu. Donc globalement, si jamais je trace un graphique, voilà, je vais vous montrer un peu UN juste ici. Donc là, on va mettre le -1, d'accord? Donc globalement, UN, voilà, je le trace en 1, en 2, 3, 4, 5. Voilà, ça fait un truc comme ça. Bon, au bout d'un moment, ça se rapproche de -1, d'accord? Ok. Et maintenant, là, j'ai une suite ici, WN, voilà, qui en 1, je sais pas, ça se trouve, elle est là. Bon, on va la faire décroissante, on va la mettre un peu ici. Tac, tac, tac. Bon, et après, au bout d'un moment, ça se rapproche de 1, d'accord? Voilà. Et quoi qu'il arrive, quel que soit N, on sait que VN est entre les deux, là. Hein. Donc, je sais pas où est VN, hein. Mais mon VN, il est peut-être là. Là, il est entre les deux. Il est là, il est là, il est là. Il peut être au pif, hein. Il est là, il est là, il est là, il est là. Voilà. Bon. Rien qu'en traçant un peu ce graphique de la France. Voilà. Vous vous rendez compte quand même de l'espace que VN a à sa disposition pour bouger. Je veux dire, entre -1 et 1, ça va. Elle peut bouger quand même, la suite. Je rappelle que VN, c'est pas un entier. On n'obtient pas un entier. On n'obtient pas un entier, les gens. On obtient un réel.
Bon bah Vn elle peut être où tu veux. Enfin, on s'en fout. Sincèrement. Mais ça c'est pas une preuve mathématique. C'est pas une preuve mathématique, d'accord? Bon, quand on trace le graphique, on se dit qu'il y a quand même de l'espace pour caler une suite qui est tout le temps entre les deux, d'accord? Et qui converge pas, mais par contre, bah désolé, ça mathématiquement, que ton intuition il te dit que c'est à peu près vrai, bah mathématiquement ça vaut rien, c'est zéro. Bah c'est simple, pour UN on pourrait prendre quoi? Alors, quand quelque chose est faux, quand vous avez un truc faux, donc nous on dit, allez, on a intuité, on se dit est-ce que c'est faux? D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on vous affirme quelque chose et que vous voulez prouver que c'est faux? C'est quoi qu'il faut faire? Mathématiquement, quel est le raisonnement logique à utiliser? Là, on est dans la logique pure et dure. Exactement. Exactement Ganon, exactement Nico. Il faut utiliser ce qu'on appelle un contre-exemple. Voilà. On peut aussi raisonner par l'absurde et... bon, le raisonnement par l'absurde, c'est souvent pour prouver que c'est vrai. Si vous voulez montrer qu'un truc est faux, qu'une affirmation est faux, il y a un moyen incroyable, voilà, de prouver qu'un truc est faux. Et c'est vrai dans n'importe quel discours, quel qu'il soit. Si quelqu'un vous affirme quelque chose, d'accord? Si vous voulez prouver que ce quelque chose est faux, il suffit de trouver un événement qui répond exactement à l'affirmation qu'on a fait et qui n'a pas le même résultat. Il faut établir un contre-exemple. Si on établit un contre-exemple, c'est-à-dire qu'on a un exemple d'une suite qui ne converge pas, mais qui reste entre -1 et 1 quasiment tout le temps, à vrai, UN qui tend vers -1, UN qui tend vers +1, on a gagné. Genre Trump. Voilà, genre Trump. Et là, vous prenez même pas la tête, hein. Allez pas chercher des exemples très 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 compliqués. On l'a à peu près vu, hein. Déjà, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour UN? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour UN? Voilà. Donc on rappelle UN, une suite décroissante qui tend vers -1. Non, si tu prends Vn égale 0, elle converge vers 0. Donc ça, c'est dommage. Elle est convergente. Il faut montrer qu'elle ne converge pas. Vous prenez pas la tête. Vous prenez UN égale -1, voilà, quel que soit n dans n. Donc la suite, c'est -1. C'est tout le temps -1. Ah, UN, je l'avais noté comment? Ah merde, attendez, je l'avais noté en... UN, je l'avais bien noté en rouge. Bien. Franchement, débile, hein. C'est-à-dire que U0 égale -1, c'est une suite, hein. U1 égale -1, U2 égale -1. Vraiment, c'est -1, quoi. Donc, UN converge vers -1. Vous êtes d'accord? De toute façon, c'est -1 tout le temps. Et ensuite, on va prendre VN. Enfin, WN. Bah, WN, on n'a qu'à dire que c'est +1. Quel que soit N appartenant à N. Donc, on a W0 égale 1. Bon, bah, c'est 1 tout le temps. Donc, évidemment, ça converge vers 1, tu vois. Tac, 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 tac. Bon, on a notre UN, notre VN, d'accord, qui répondent à ces conditions-là. Maintenant, il faut trouver un VN qui est tout le temps entre les deux, mais qui ne converge pas. Alors, est-ce que vous avez l'idée de la trouver? C'est pas très compliqué. Non, UN et VN convergent, et WN convergent. Ça, c'est vrai. Moi, je veux un... Ah, vous êtes méchant. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. En fait, on peut prendre plein de fonctions. Bon, généralement, avec VN, il y en a plein. Hein. Il y en a vraiment plein. En fait, il y a plein d'exemples. On peut prendre VN égale -1 puissance n. On peut prendre VN égale sinus de n. On peut prendre Vn égale cosinus de n. Bon, globalement, ça, c'est des fonctions. Je peux vous le montrer. Regardez, si je trace... parce que ce qui est super bien avec ce graphique, c'est qu'il trace les trucs. Y égale -1 puissance x. Tu me le traces? Allez, s'il te plaît.
Calculatrice. Bon, il me le trace pas. Mais je pense que j'ai écrit trop de trucs en fait. C'est pour ça. Et il pourrait me le crasser. Voilà où Vn égale rand 0, 1. En fait, globalement, vous prenez une suite qui varie tout le temps. Donc là, moins 1 puissance n, c'est horrible comme fonction. Celle-là, ça fait quoi? Ça fait V0 égale 1. Ah merde, attendez. V0 égale 1. V1 égale moins 1. V2 égale 1. V3 égale moins 1. Donc on a bien que quel que soit n, eh bien, UN entoure Vn entoure Wn. Bah évidemment, puisqu'ici, ça c'est moins 1. Ça c'est la suite moins 1 puissance n. Et ça c'est 1. Or, ça ne converge pas. C'est tout le temps moins 1, 1, moins 1, 1. À l'infini, tout le temps, 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 tout le temps. Voilà. Donc, on a établi un contre-exemple. Ok. On a créé de toutes pièces un exemple. J'ai regardé. Regardez, vous prenez ça, vous prenez ça. Et vous voyez bien que ça marche pas. Donc, votre proposition qui dit que si deux suites sont entourées, qu'il y en a une qui converge vers 1, l'autre vers moins 1, on a forcément la suite au milieu qui va converger, c'est complètement con. Et c'est vraiment, pour le coup, vraiment complètement con. Hein. On est à un niveau de connerie qui est stratosphérique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir rien compris de l'histoire de tout son secondaire aux suites pour ne serait-ce qu'intuiter un petit instant que cette proposition pourrait être vraie. Enfin, c'est quand même assez terrible. Regarde, il suffit juste de reporter un graphique au pif. Faut pas comprendre ce que c'est la convergence ou des choses comme ça. Donc... Il y a un argument de ministre. Bah oui, je vous réfère, si vous voulez, au discours de Clément Viktorovitch. On est un peu dans l'anticatastase, quelque part. Donc, n'oubliez pas la logique. Ça, ce qui est bien avec cet exercice, plus que la résolution, c'est la logique qu'il y a derrière. On vous affirme un truc, vous, dans votre tête, c'est faux. Vous trouvez un contre-exemple bien construit d'une situation réelle qui montre que c'est faux. Voilà. Et bon, bah ça existe évidemment dans tous les discours, quelle que soit l'interprétation, quelle que soit la proposition qu'on vous fait. Voilà. Les matchs décrochés quand c'est devenu du français. C'est important le français, hein. N'empêche. Hein. Enfin, c'est important les mots, c'est important la définition. Mais c'est... Bon, pour le coup, excessivement simple. Donc l'affirmation est fausse. Voilà. On a résolu ça au moins. Paf. Allez, qu'est-ce qu'on a à la suite? Affirmation numéro 3. La suite Vn converge. Non, ça, on a montré que c'était faux. Affirmation numéro 4. Pour tout entier naturel n. Pour tout entier naturel n. D'accord? On a alors U0 qui est toujours plus petit que Vn, qui est toujours plus grand que W0. Bon, on a le... Voilà, donc les premiers nombres encadrent la totalité des trucs. Rien que la phrase me donne envie de pleurer. Pourquoi? En fait, regarde, je reprends mon graphique. D'accord? Je reprends mon graphique. Ok. Il est où mon graphique? Il y a mon graphique. Bon, attendez. J'ai défini croissante ou décroissante ou pas les fonctions? Elles sont définies ou pas? Ah non, mais j'avais pas lu. Excusez-moi.
Voilà, c'est bien ça. Parce que moi là, j'ai pas pris en compte que les fonctions étaient croissantes ou décroissantes. Attendez. C'est bon. C'est bon les gars, c'est bon. Ok, il y a cette phrase-là que j'avais pas lue qui est écrite en petit. Voilà. On suppose que UN est croissante et que VN est décroissante. D'accord? Maintenant. Voilà, après l'affirmation 3. D'accord? C'est... Durant l'affirmation 3, UN et WN n'étaient pas ni croissantes ni décroissantes. Là, on vient de l'affirmer ici. Il faut quand même lire l'énoncé. Ça, Johan Verdier, il a du mal à lire. Hein. Vous savez, c'est toujours le problème. Donc maintenant, le système a changé. Donc maintenant, on a UN croissante et WN décroissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Changement de règle. On rajoute un paramètre. On n'a pas que cette affirmation-là. Maintenant, on a cette affirmation-là et cette affirmation-là. D'accord? Donc ça veut dire quoi qu'UN est croissante? Ça veut dire quoi qu'une suite est croissante? En français. Voilà, exactement. Ça veut dire que le suivant de la suite est toujours plus grand que celui d'avant. C'est tout. Ah non, c'est croissante, pas strictement croissante. Mais je crois que tu peux pas faire le plus petit ou égal, Corlan. Bon, un truc qui est croissant, voilà, si vos revenus sont croissants, d'accord, c'est que vos revenus, ils augmentent, d'accord? Année après année, tu fais la suite de tes revenus annuels. Par exemple, je ne sais pas, tu travailles en entreprise. Tu travailles chez Webedia. Bon, année après année, tu gagnes de plus en plus d'argent. Voilà. En 2014, je gagne plus qu'en 2013. Tes revenus sont croissants. Si c'est le cas pour toutes les années, que chaque année, tes revenus sont croissants, en dehors des impôts, évidemment, tu comprends bien que tu gagnes plus d'argent année après année. Donc ça veut dire qu'année après année, quelle que soit l'année, hein, quelle que soit l'année, on prend n'importe quelle année, c'est merveilleux, c'est un monde merveilleux. C'est un monde merveilleux. Un monde absolument idyllique. Quelle que soit l'année suivante, je gagnerai plus que cette année. C'est formidable. Bon, c'est un monde merveilleux. Donc ça, c'est le monde merveilleux. WN, c'est la réalité. WN, c'est la réalité. Donc WN, elle est décroissante. C'est-à-dire que l'année suivante, tu gagnes toujours moins que l'année d'avant. C'est dur la réalité quand même. Hein. La réalité est quand même dure. Et c'est ouf, ces deux choses ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire que tu peux gagner mieux ta vie. C'est-à-dire, année après année, ton salaire augmente. Et pourtant, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le salaire des Français. Et ça, c'est ce qu'on appelle quoi? On l'appelle comment WN, du coup? On l'appelle le... Je vous le donne en mille et mille, le pouvoir d'achat. Ça, c'est votre pouvoir d'achat. Voilà. Mais... pourquoi vous plaignez-vous? Votre salaire augmente. Bah oui, mais malheureusement, ce que je peux faire de mon salaire, connard, eh bien lui, il diminue grandement. Et ça, c'est horrible. Vous voyez que ça sert les suites. Ça sert à vous rendre compte à quel point, parfois, la vie peut être dure. Et c'est littéralement ça. Hein. On est, là, je prends un exemple totalement concret qui... évidemment, un peu capillotracté, ben, c'est triste si c'est quelque chose qui arrive, mais c'est ce que ressentent beaucoup de Français. C'est-à-dire que année après année, leurs salaires ont beau un peu augmenter, malheureusement, ce qu'ils peuvent faire de leur salaire a tendance à diminuer. Bon voilà, on est dans ce cas-là, d'accord?
Donc, quel que soit n dans n, on a la suite un qui voilà, est croissante. Et la suite wn qui est décroissante. Bon, globalement, si on voulait refaire et remapper tout ça... Donc, vous avez dit, moi, un, je l'avais mis en rouge. D'accord? D'accord, là, on a -1. Donc, globalement, un, elle commencerait ici et elle croît. Tac, 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 tac. Je rappelle qu'elle est toujours plus grand. Hein. Toujours plus grand. Voilà. D'accord? Dans le cas, par contre, de wn, on sait qu'elle tend vers 1. Bah, wn, elle, va être toujours plus petite que le précédent. 3, 4. Tiens, là, on va faire un bond horrible. Ça, c'est le Covid. Hop là. Tac. Et bon, moi, vous avez de la chance parce que ça tend quand même vers un truc. Voilà. Donc, et ça, c'est ma suite wn. C'est quand même merveilleux, l'iPad. Hein. Et ça, c'est ma suite un. D'accord? Ok? Donc, vous remarquez quoi? Vous remarquez... Bon, je vais mettre U0 ici, si vous voulez. Hop là. Bon, il faut un nombre à 0, ici. Bon, vous remarquez ici, W0 est là. Ok. Vous remarquez que U0 est ici. Et maintenant, je vous rappelle, on a toujours les mêmes propriétés. Hein. À savoir que notre suite V, elle est toujours au milieu de ça. Donc, je ne sais pas où elle est, hein, mais elle est toujours au milieu. Paf. Paf, paf. Paf, paf, paf. Va être là, va être là, peut être là. Pas forcément croissante encore, elle est au milieu. Elle se balade. Bon, la question est de savoir si tous les éléments, toutes mes croix blanches, sont systématiquement comprises entre celui-ci et celui-là. C'est ça la question. D'après vous, la réponse est-elle vraie ou est-elle fausse? Est-ce que toutes mes croix blanches sont toujours comprises entre ces deux ronds blancs? C'est vrai ou c'est faux? C'est partagé, c'est partagé, c'est partagé, c'est partagé. La majorité du vrai l'emporte. Exactement. C'est en effet vrai. En effet, W0 étant le point le plus grand de la suite W. Ok. U0 étant le point le plus bas de la suite W. Et V étant toujours entre V et W. Quels que soient les points de V, ils seront toujours entre le point le plus haut et le point le plus bas. Ceci n'est pas une démonstration. D'accord? Ceci n'est pas une démonstration. Ok? Voici la démonstration. Bah, essayez de trouver un contre-exemple. Il faut déjà intuiter un peu. Voici la démonstration, qui est plutôt simple. Hein. Donc, on a que quel que soit n appartenant à n, ok? Un, ça c'est la définition de la suite Vn. Ça c'est l'affirmation, d'accord? Or, Un est croissante. Ok? Donc, c'est ce que j'ai marqué. Quel que soit n appartenant à n, Un moins 1, donc la version d'avant est toujours plus petite ou égale à Un. Ok? Ceci implique que, eh bien, U0 est toujours plus petit ou égal à Un, quel que soit n. D'accord? Vous le comprenez? Vous arrivez bien à le voir? Ok? Elle est croissante, donc son premier terme, c'est le plus petit. D'accord? C'est la définition même de la croissance. C'est marqué par ce terme-là. Si vous voulez, on peut revenir un peu plus loin, Un-2, Un-3, jusqu'on arrive à 0. Ok? Et, quel que soit n dans n, on a du coup W... Ah!
vais y arriver. WN, qui est toujours plus petit que WN-1. Ça, c'est la décroissance de la suite WN. Et du coup, toujours plus petit que W0. Donc, quels que soient les N, on a WN plus petit que W0. Et on a UN qui est toujours plus grand que U0. D'accord ? La question, c'est de savoir, avec les affirmations que l'on a, si la suite VN est encadrée par U0 et W0. Voilà. Du coup, on reprend cette affirmation-là. On la reprend. On a UN qui est entre VN, qui est entre WN. Mais on a montré ici que WN était plus petit ou égal à W0. Et on a montré ici que UN était plus grand ou égal à U0. Voilà, bah, on retire ces termes-là qui servent à rien. Et ceci, hein, par équivalence, on a que U0 est plus petit ou égal à WN, plus petit ou égal à W0, quel que soit N dans N. L'affirmation du départ est donc vraie. Voilà. Tout simplement. Alors après, si vous voulez parler de la convergence de la suite VN, il n'y a absolument aucune raison, même si les suites sont décroissantes ici et croissantes ici, il n'y a aucune raison que la suite VN converge. La suite VN, ça peut être n'importe quoi. La seule condition, c'est que ce soit toujours compris entre les deux autres. C'est tout. Point final. Ok ? Donc voilà, petit truc. Là, je vous ai vraiment très détaillé le truc pour essayer de faire en sorte que vous compreniez, même sans avoir fait terminal, de ce qui est vraiment en train de se jouer. L'idée, c'est de définir les versions suivantes d'une suite en fonction de la version précédente. Un peu comme si tu savais comment grimper à un barreau d'échelle en étant à un barreau quelconque. Vous le savez, si vous êtes capable de grimper au premier barreau de l'échelle et que vous savez comment passer du premier barreau au barreau suivant, bah, généralement vous savez comment passer de n'importe quel barreau au barreau suivant, puisque de toute façon c'est les mêmes barreaux. Donc vous savez grimper une échelle. Ok ? Ça change quoi qu'elle soit pas croissante ou décroissante? En fait, si elle n'est pas croissante ou décroissante, la suite, elle peut très bien aller au-dessus. Et c'est ce que je vous ai montré ici. Tu vois, à un moment, elle peut aller au-dessus, à un autre moment, elle peut aller en dessous de son tout premier nombre. Et typiquement, ici, regarde, ici, c'était sans la condition de croissance ou de décroissance. On aurait pu avoir, tu vois, ça, W0 qui est là. Et on aurait pu avoir littéralement, tac, U0 qui est là. Eh bien, tu vois, dans ce cas très précis, on aurait ici, moi j'ai défini un point qui n'est pas compris entre U0 et W0, qui est en dessous. Bon, là, je le fais mal parce que, évidemment, je suis une merde, j'ai mal dessiné, mais j'aurais pu le faire. Voilà. Mais le fait que l'une soit décroissante et l'autre soit croissante empêche ce genre de cas où W0 se trouve en dessous de tous les autres éléments de la suite, ou que U0 se trouve au-dessus de tous les éléments de la suite. Voilà. Incroyable. Donc voilà pour cette question qui clôture du coup la totalité des affirmations. Et on va passer à mon exercice préféré. Qui est l'exercice de probabilité. J'ai trop hâte. Voilà, ceci clôture la totalité des affirmations. Donc on a donc les réponses à l'affirmation 1, c'est vrai. L'affirmation 2, c'est vrai. L'affirmation 3 est fausse. L'affirmation 4 est vraie. J'ai pas démontré l'affirmation 3. Si, juste avant, en trouvant un contre-exemple. Voilà. J'ai établi un contre-exemple d'une suite qui ne converge pas. Bah, tout est archivé de toute façon.
Ah, bon, ça va, comment vous trouvez là jusqu'à présent? C'est dur, c'est pas dur, c'est ok, c'est pas ok. Vous voulez des explications supplémentaires? N'hésitez pas, hein, même si vous avez l'impression que votre question est un peu bête, hein, comme le 6 divisé par 2 ou 2 divisé par 6.